Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Bronstein qui va nous parler de Canguilhem. Alors, je vous dis juste un petit mot de Georges Canguilhem, né en 1904, décédé en 1995. Il a d'abord été connu comme un philosophe de la médecine, l'auteur du classique Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. C'est en 1943 et ensuite il a été connu comme un historien des sciences. C'est lui qui a dirigé l'Institut d'histoire des sciences et a formé un bon nombre de philosophes français dans les années 70 notamment. Il a été longtemps considéré, surtout à l'étranger, comme un élève de Bachelard et le maître de Foucault, c'est-à-dire qu'il avait une place dans l'historiographie, mais ça ne veut pas dire que les études sur son œuvre étaient très approfondies. Alors, les choses ont aussi changé au plan national comme international depuis la mise à disposition de ces affiches, de ces archives, pardon, à l'École normale supérieure, et ce qui a permis la publication de ces œuvres complètes en 6 volumes chez Vrin, donc un éditeur de philosophie. La publication de ces 6 volumes s'étend de 2011 à 2025. Et donc, on a maintenant une vision nouvelle de l'ampleur de l'œuvre de Canguilhem. Alors, ces sujets d'études, comme la question des normes et du normal, ou sa nouvelle vision de l'histoire, des sciences et de l'épistémologie historique, euh, en font un des auteurs les plus marquants de ce que j'appellerais trésor national, qui est l'école d'épistémologie française au XXe siècle. Et bon, cela dit, sa proximité avec Foucault euh, a fait que certains militants ont cherché à exploiter son œuvre au profit des études de genre, parce qu'il a parlé, il a travaillé sur la notion de norme ou sur l'épistémologie du point de vue. Sa réception en est, à vrai dire, affecté, alors que lui est un philosophe dont la pensée est plutôt celle, dont la pensée et la vie est liée à ses engagements pour la rationalité et aussi politiquement dans la résistance, où il a joué un rôle non négligeable. Alors, quant à Jean-François Bronstein, qui va nous parler, il est professeur émérite de philosophie française contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la philosophie et de l'histoire de la médecine des sciences au XIXe siècle. Et il a notamment publié Broussais et le matérialisme, Médecine et philosophie au XIXe siècle, Histoire de la psychologie, la philosophie de la médecine d'Auguste Comte, sous-titre mémorable Vierge mère, vache folle et mort vivant, c'est en 2009. Et ses travaux portent également sur la philosophie de Canguilhem. Canguilhem, Histoire des sciences et politique du vivant en 2007, coédition des œuvres complètes de Canguilhem, et sur l'histoire de l'épistémologie, notamment de l'épistémologie historique, l'histoire des sciences, méthode, style et controverse. Alors, pour, disons, notre collectif qui s'est fondé sur des questions d'épistémologie des sciences de la culture, c'est la raison sociale qui est déposée sur notre liste de correspondance. C'est évident que l'épistémologie des sciences de la vie a aussi une grande importance pour nous.
Alors, Jean-François Bronstein a co-dirigé plusieurs volumes donc, sur Bachelard, Canguilhem, Foucault ou Dagonet, Epistemology and History, From Bachelard and Canguilhem to Today's History of Science en 2012. Foucault, François Dagonet, philosophe, Foucault en 2017, oui. François Dagonet, philosophe, épistémologue en 2019. Et puis l'épistémologie historique, histoire et méthode en 2019 également. Et c'est lui qui a animé pendant des années le séminaire Foucault de la Sorbonne. Il est par ailleurs président de l'association internationale La Maison d'Auguste Comte. Et puis, il faut signaler aussi des essais qui ont été destinés à un plus large public. Euh, c'est La philosophie devenue folle chez Grasset en 2018 et puis la religion Voque chez Grasset également, qui critique les thèses principales de ce mouvement autour du genre, de la race et de l'épistémologie du point de vue notamment. Voilà, j'ai plaisir à lui donner la parole et donc, comme d'habitude, vous coupez vos micros si ce n'est déjà fait et la discussion va commencer disons, dans 50 minutes ou une heure et nous aurons le temps d'échanger. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que ça marche au point de vue micro. Je voulais d'abord remercier François Rastier, d'abord parce qu'il m'a présenté d'une manière assez précise maintenant, et surtout parce qu'il m'a invité pour parler devant vous. On s'est connus dans les mouvements, disons, plus ou moins de dissidence ou de reconstruction, suivant les choix de ces dernières années. Et il m'a semblé intéressant qu'il me pose la question de parler de Canguilhem à ce propos d'une certaine manière, c'est-à-dire que effectivement un hiatus évident entre les travaux extrêmement universitaires classiques que j'ai fait pendant des décennies et puis ces dernières années des ouvrages grand public qui ont rencontré un certain écho et surtout qui ne sont pas du tout conformes, si je puis dire, à ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Je me suis lancé dans la polémique, c'est pas ma spécialité, c'est pas exactement ce que j'adore, mais j'ai cru devoir le faire. Et je crois, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est à la fois vous présenter d'une certaine manière une certaine partie de l'œuvre de Canguilhem, mais aussi me demander d'une part si la lecture ou le fait que je sois un lecteur, un spécialiste, que j'ai un peu connu personnellement Canguilhem à la fin de sa vie, est-ce que ça a un rapport avec le fait que j'ai osé, si je puis dire, dire ce que je pensais de quelques aberrations contemporaines ou non? Et donc, je crois que c'est le premier point dont je vais parler. Et l'autre point dont je parlerai, c'est aussi pourquoi, d'une certaine manière, Canguilhem peut-il être quelquefois, et de plus en plus, je dirais, récupéré par des militants qui vont en faire de lui, par exemple, un penseur queer, hein, ce qui l'aurait bien amusé quand on connaît le vieux mâle blanc qui était Canguilhem, qui tapait dans ses mains pour faire venir sa femme quand elle devait servir l'apéritif. Mais c'est assez cohérent d'une certaine manière, on verra pourquoi. Et il me semble effectivement que sur toute une série de questions, François en a parlé tout à l'heure, sur la question des normes, sur la question de l'épistémologie historique ou de l'histoire de l'épistémologie, sur la question de la race, etc. Il y a effectivement des textes de Canguilhem qui sont intéressants, qui, à mon avis, qu'il faut vraiment tordre beaucoup pour faire entrer dans les schémas actuels, mais c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire, vous parler de cela. Alors, j'ai joint un article que vous pouvez consulter ou que vous avez peut-être déjà consulté, plus classique, sur l'histoire des sciences dans l'œuvre de Canguilhem. Je l'ai joint surtout parce que c'était il y a déjà quelques années. Effectivement, l'éditeur avait mis comme titre, avant l'histoire des sciences dans l'œuvre philosophique de Canguilhem, reconstruire, hein, reconstruire. Alors, je ne sais pas quelle était l'idée derrière, mais je crois que c'était effectivement essayer de redonner effectivement des indications précises sur
de ce qu'était effectivement cette œuvre de Canguilhem au sein de ce courant, alors dont beaucoup de mes élèves que beaucoup de mes élèves ont contribué à faire revivre un petit peu l'épistémologie historique. Bon, aujourd'hui, maintenant, évidemment, ils ont tous oublié qu'ils avaient travaillé avec moi. Ils ont effacé mon nom de les bibliographies parce que sinon, ils n'auront jamais de job. Mais je leur avais dit, donc je suis assez cool là-dessus d'une certaine manière. Euh, mais si vous avez des questions à propos de cet article, bien sûr, je pourrais y répondre après de manière plus précise. Alors, le premier point, c'est la question de pourquoi je suis intervenu dans dans un débat public qui théoriquement n'est pas mon affaire. Alors, il y a un des rares comptes rendus positifs de mon livre par un universitaire, c'est le compte rendu de quelqu'un qui était l'assistant de Cavaillès à la Sorbonne, donc quelqu'un qui a un certain âge, mais qui est toujours en vie et qui avait effectivement fait ce compte rendu sur la philosophie devenue folle en expliquant que quoique universitaire sérieux, faisant des livres que personne ne lit ou que peu de gens lisent, etc., j'avais éprouvé, dit-il, le besoin de sortir de ma réserve universitaire. Sortir de ma réserve universitaire. Et ça évoquait pour lui, qui était disciple de Canguilhem, et pour moi aussi, l'histoire que raconte Canguilhem dans son article Le cerveau et la pensée, qui est une discussion des thèses de Changeux dans l'homme neuronal, mais aussi des questions d'IBM, etc. Canguilhem expliquait que, d'une certaine manière, il était nécessaire, pour s'opposer à cette vision objectiviste de la pensée, qui ne serait qu'un cerveau, il faut effectivement sortir de sa réserve. C'est ce qu'il dit dans cet article, Le cerveau et de la pensée. Il y a de plus en plus de pouvoirs qui sont intéressés par notre pouvoir de penser. Il y a une tentative de normalisation de la pensée qu'il, à propos notamment de Pliouch et à propos d'IBM, en gros, aux États-Unis comme dans l'Union soviétique des dernières années, il y avait cela. Et dans ces deux cas, il faut, dit-il, sortir de sa réserve, c'est-à-dire s'opposer à toute intervention étrangère sur le cerveau, intervention tendant à priver la pensée de son pouvoir de réserve en dernier ressort. Donc il y avait, et il citait à ce propos un exemple fameux chez les philosophes, celui de Spinoza, qui aurait voulu sortir, afficher des placards Ultimi Barbarorum pour protester contre l'assassinat des frères De Witt par les orangistes. Spinoza, de ce point de vue-là, dit-il, s'oppose à toute intervention étrangère. Il voulait effectivement sortir de sa maison, c'est, dit-il, l'image symbolique de sortir de sa réserve. Et selon lui, cette réserve, ça n'a pas seulement un sens négatif, dit-il, ce n'est pas une cache ou un sanctuaire, c'est une réserve aussi au sens de la montre, hein, il y a du ressort, hein, il y a effectivement de l'énergie. Selon Canguilhem, penser, et je cite toujours, est un exercice de l'homme qui requiert la conscience de soi comme présence au monde, non pas comme la représentation du sujet jeu, mais comme sa revendication, car cette présence est vigilance, ou plus exactement, surveillance. Et donc, lorsque des valeurs essentielles sont en jeu, comme cette chosification du cerveau, il faut, selon Canguilhem, intervenir. Alors, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans l'œuvre de Canguilhem. Alors, évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est bien sûr son action dans la résistance, qui est quand même assez rare, hein. Je disais souvent à mes étudiants à la Sorbonne qu'il n'y avait pas beaucoup de philosophes résistants, ils avaient chacun leur salle à la Sorbonne. Et encore Canguilhem n'avait pas la sienne, mais il y avait trois salles, hein, à peu près. Il y avait Cavaillès, Cusin et puis Alvax. Voilà. Bon. Donc il y a ça, mais c'est une idée qui revient très souvent chez lui. Voir aussi, alors il y a un côté provocateur, hein, il y a un ton très particulier de Canguilhem. Par exemple, il y a un exemple aussi très fameux à propos de la psychologie que vous connaissez sans doute, à la fin de son article fameux pour les psychologues qui est Qu'est-ce que la psychologie, qui est un éreintement de la psychologie radicale, il concluait en disant Je peux conclure par un conseil d'orientation, dit-il, et dire, quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, c'est-à-dire où il y a encore d'ailleurs le laboratoire de psychologie de la Sorbonne, on peut soit monter, soit descendre. Si l'on va en montant,
on se rapproche du Panthéon, qui est le conservatoire de quelques grands hommes, mais si l'on va en descendant, on se dirige sûrement vers la préfecture de police. C'est un slogan, les psychologues qui vont vers la préfecture de police, qui a eu un énorme succès en 68. Ce texte circulait beaucoup sous forme de samizdat, si je puis dire, dans ces années-là. Vous savez que Lacan parlera pour sa part d'une glissade de toboggan vers la préfecture de police. Là, il y a beaucoup moins de possibilités de remonter. Et donc, c'est ça qui est quelque chose de très étonnant. Ce ton très particulier de Canguilhem, je dois dire que j'y ai été relativement attentif parce que j'avais entendu en 1990, devant la Société des Amis de Jean Cavaillès, une conférence sur le sujet Qu'est-ce qu'un philosophe en France aujourd'hui, qui était un texte extrêmement, pas du tout académique, qui était dans un ton extrêmement indigné. Il tapait très fort sur un philosophe directeur général d'une société à but lucratif, bon, un précurseur de la philosophie commercial, si je puis dire, qui se faisait payer très cher pour évoquer l'âme des entreprises. Et Canguilhem concluait, ceux nouveaux sophistes qui veulent le prestige de la philosophie sans en accepter les obligations commettent une faute, et il s'emportait contre ce malheureux philosophe. Et effectivement, j'avais été très étonné par cela, parce que il y avait, alors là c'était un peu différent, mais en général, par exemple dans l'article Qu'est-ce que la psychologie, il y a une très bonne connaissance de l'histoire de la psychologie pour l'époque. Pour l'époque, c'est un assez bon, voire très bon exposé global de l'histoire de la psychologie, mais en même temps, il y avait un ton extrêmement courroucé sur certains points qui ne convenaient pas à Canguilhem. Et donc c'est ce qui fait que, effectivement, on voit que bon nombre, j'en parle je crois dans l'article, bon nombre des sujets qui sont ceux de Canguilhem sont souvent liés à des exigences éthiques, je dirais, plutôt que politiques, parce que politique, ça tourne mal si on dit politique, et on voit le résultat woke actuellement. Bon, par exemple aussi, la thèse de Canguilhem laissait sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Elle a été soutenue en 1943 à Clermont-Ferrand, donc en pleine occupation. Et un des points centraux de ce livre, c'est d'expliquer que ce qui est normal, ce n'est pas la moyenne. Et il y a une partie très, très sévère contre ce que Quetelet appelait l'homme moyen, c'est-à-dire ce qui est le plus courant. Et effectivement, on peut se dire qu'en 1943, l'homme moyen, c'était plutôt celui qui s'accommodait d'une certaine manière de la domination allemande, du régime de Vichy, etc. Cet homme moyen, Canguilhem le qualifiait d'un homme médiocre. L'opinion publique attentiste, effectivement, était complètement pouvait se retrouver. Enfin, il semble, si, effectivement, si on lit maintenant le normal et le pathologique, en se rappelant 1943, il est évident qu'il y a des allusions à, justement, l'idée que ce qui est normal, c'est ce qui instaure de nouvelles normes de vie. Et effectivement, il est normal pour lui de participer à la résistance, même s'il est peu courant, il est pour l'homme moyen de participer à la résistance. Cela se retrouve, je dirais, dans à peu près tous les textes de Canguilhem, même les plus techniques, si je puis dire. Bon, il y a sa thèse de lettres qui s'appelle La formation du concept de réflexe au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui est qui est dans les années 50, répond à des objectifs et aussi éminemment éthiques. Il s'agit, mais il le dit d'une manière très discrète, de démontrer que la pensée, il y a trois phrases dans l'introduction où il explique que la pensée est tout autre chose que l'automatisme, elle ne peut pas se concevoir sans volonté et sans liberté humaine. Il s'agit donc, dit-il, de s'opposer au mécanisme sur le terrain où il paraissait le plus sûr de son succès. C'est la raison de cette attaque, c'est, bon, effectivement, là aussi on a du mal à se replacer dans l'époque. Pavlov avait beaucoup de succès à cette époque-là, il était encore un modèle d'explication possible pour la psychologie, mais plus largement pour la pensée en général. On pensait qu'on pouvait tout expliquer sur le modèle du réflexe. Or, pour Canguilhem, cette explication par le réflexe mécanise ou brutalise l'homme. La dignité, il ne faut pas oublier, dit-il, c'est les deux phrases où il parle de cela dans l'introduction, il ne faut pas oublier la dignité éminente qu'à tort ou à raison l'homme attribue à la vie humaine. Or, cette dignité, dit-il, est un droit de domination.
l'essence de la dignité, c'est le pouvoir de commander, c'est le vouloir. Et il se moque de ceux qui essaient d'expliquer tout en termes de réflexe en disant la physiologie de l'automatisme est plus aisée à faire que celle de l'autonomie. Donc c'est un bouquin pour montrer que, pour défendre l'autonomie humaine, la volonté humaine. Alors, quand je dis ça, évidemment, ça ne veut pas dire que le bouquin n'est pas un très bon bouquin d'histoire des sciences, bien au contraire. Mais effectivement, je crois que, comme souvent chez Canguilhem, il y a un motif extrêmement euh, éthique, effectivement. Il ne peut pas supporter qu'on considère que la pensée, c'est simplement un réflexe conditionné et il critique très largement Pavlov, comme il critique l'homme moyen de 1943, comme il critique le philosophe qui se fait payer pour étudier l'âme des entreprises. Alors, ça, c'est le premier point. Je pense que, alors, évidemment, je ne vais pas me comparer du tout à Canguilhem, mais sortir de sa réserve pour lui, ça veut dire que sur certains points, il est nécessaire effectivement d'intervenir même dans le débat public. Alors, François Rastier a très bien montré les étapes de la découverte de Canguilhem. D'abord, c'est l'auteur du Normalisme pathologique. Pendant très longtemps, c'est le philosophe de la médecine. Puis, il devient directeur de l'Institut d'histoire des sciences. Il fait des cours, des livres sur l'histoire des sciences. Et il devient le fondateur, si je puis dire, ou en tout cas un des personnages qui ont fait revivre cette tradition d'épistémologie historique, après Abel Ray, le fondateur de l'Institut d'histoire des sciences, après Bachelard, et avant Foucault d'une certaine manière. Et donc ça, c'est la vision. Grosso modo, dans le monde, ça a été pendant très longtemps, Bachelard était l'élève Canguilhem était l'élève de Bachelard et le maître de Foucault. Les choses alors, et maintenant les choses ont changé puisque effectivement, suite au don des archives par la famille de Canguilhem, suite à l'édition des œuvres complètes à laquelle j'ai participé, mais qui est surtout l'œuvre de Camille Limoges, un ancien élève canadien de Canguilhem, on voit qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'il traite, beaucoup d'autres sujets, par exemple sur la géographie humaine, par exemple des textes plus directement politiques, par exemple toute une série de manuels scolaires, de livres de psychologie, etc., qui sont intéressants. Alors, il ne faut pas tomber dans la folie de l'archive, enfin de la découverte de l'archive et croire que le vrai Canguilhem, le Our Canguilhem est là. Hein, c'est pas du tout le cas. Évidemment, ce qui est l'essentiel, c'est ce qu'on peut, ce pourquoi on le connaît, les normes et l'histoire des sciences. Mais on voit que ce n'est pas que cela et que effectivement, il y avait une visée beaucoup plus générale chez Canguilhem qui renvoie à certains aspects de la philosophie 19e. Bon, le livre de Fabiani sur les philosophes de la République montre bien aussi déjà l'importance de ce contexte pour comprendre Canguilhem. Alors, le deuxième point dont je dirais quelques mots, c'est, alors je suis presque gêné de le faire, mais en même temps, c'est quelque chose qui... Je suis affligé vraiment de répéter cela, mais on se retrouve en ce moment vers une espèce de revival du racisme et de l'antisémitisme chez les universitaires. Je suis désolé, alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas français, vous allez peut-être l'apprendre. Il y a près de 1100 universitaires qui soutiennent actuellement, qui ont signé une pétition pour soutenir un professeur d'histoire à l'université, un collègue, entre guillemets, qui propose une liste de 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances, dont une actrice, Charlotte Gainsbourg, un animateur télé, Arthur, etc., dont le seul point commun est d'être juif et qui agrémentent leur compte Twitter de caricatures antisémites explicites, hein, on se croirait dans Der Stürmer, hein, enfin c'est horrible, et de conférences de Soral ou de Dieudonné, qui sont des antisémites officiels, si je puis dire, en France. C'est assez curieux. Il y a 1100 de nos collègues qui ont signé cela. Hein. Bon, je veux dire que c'est assez affligeant. Et donc, je dirais quand même quelques mots de la critique canguilhémienne du racisme. Bon, la théorie critique de la race étant une des parties importantes des idées woke, ce n'est pas l'essentiel parce que c'est relativement ancien d'une certaine manière. C'est une espèce de reprise de la guerre des races ou de la guerre des races du 19e siècle ou de la lutte des classes. Mais Canguilhem revient là-dessus à plusieurs reprises dans un contexte qui est finalement qui est le nôtre, enfin qui redevient le nôtre, ce qui est hallucinant d'une certaine manière, notamment là aussi toujours d'une manière à la fois
épistémologique et éthique, notamment autour d'une critique du concept de milieu. Selon lui, le concept de l'acception déterministe du concept de milieu conduit assez nécessairement à l'idée d'un racisme, et il s'en prend en particulier à un auteur fameux fin 19e, qui est Hippolyte Taine, Taine qui l'attaque très violemment, et aussi Barrès, Barrès qui s'inspire de Taine, l'écrivain français Maurice Barrès. Dans un texte consacré à Barrès, il explique, il rétorque à Barrès, être raciste, dit-il, c'est être un barbare. Soyez convaincus que si le mot de race a un sens, vous êtes, comme nous tous, non pas l'homme d'une race, mais le produit de 3, de 6, de 12 races fondues en vous et indissolublement mêlées. L'homme qui en vous est les Juifs et les hommes d'outre-Vosges, les Allemands, soyez sûrs que c'est la brute du XIIe siècle et le barbare du XVIIe siècle. Donc vous êtes un barbare à croire que les autres, l'autre race ou l'autre nation est barbare. De ce point de vue-là, le texte le plus complet, le plus fameux là-dessus, et là aussi, je n'en aurais pas parlé s'il n'y avait pas cette pétition qui me turlupine, si je puis dire. C'est effectivement un discours de distribution des prix prononcé au lycée de Charleville en 1930. C'est un de ses tout premiers textes où Canguilhem s'en prend d'une part à Paul Bourget, alors écrivain peu connu aujourd'hui, mais qui a écrit un livre tout à fait étonnant qui s'appelle Le Disciple, qui montre les ravages que un professeur de philosophie spinoziste peut faire sur la jeunesse et qui entraîne certains de ses étudiants au crime. Il s'en prend donc à Paul Bourget et à Barrès, et à l'image que chacun d'eux donnait du professeur de philosophie dans Le Disciple, le livre de Bourget, et dans Les Déracinés, livre plus connu de Barrès. Selon Canguilhem, il y a deux manières de concevoir une âme. Une âme, c'est selon, je cite Canguilhem, c'est selon les auteurs un héritage ou une conquête. Ceux qui, comme Barrès, veulent faire de l'âme un héritage se réfèrent à votre Taine, bon, qui était originaire de Charleville, donc il parle à des élèves de Charleville, donc il dit votre Taine, et à cette théorie de la race, du milieu et du moment. Pour cela, l'âme est un fait qu'explique le sol natal, la tradition nationale, le sang familial, la terre, le sang et la terre, d'une certaine manière. Contre ces déterministes de la race, du milieu et du moment. En gros, dans le livre de Taine, c'est l'histoire de la littérature anglaise, il explique que toute littérature, toute œuvre littéraire peut s'expliquer soit en considérant la race, soit en considérant le milieu géographique notamment, ou enfin la nation, soit le moment, telle ou telle époque. Donc il n'y a plus du tout de création à proprement parler, puisqu'on est uniquement dans un déterminisme complet. Et pour ceux qui s'opposent à cela, qui refusent ce déterminisme du sol et du climat, Canguilhem cite Lucien R, le fameux bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui était un des penseurs euh, socialistes et radicaux de cette époque-là. Il cite Lucien R, qui explique que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'un homme a dans le sang, c'est ce qu'il a dans l'esprit et ce qu'il veut faire. Nous pouvons persister à penser qu'une âme, quand Guilhem parle ici, c'est l'effort toujours dur, quelquefois tragique, par lequel un homme fait le départ de ce qu'il apporte en naissant d'instinctif, d'aveugle, de périssable et de borné, d'avec ce qu'il veut établir et ordonner en lui de raisonnable et de conscient, d'indestructible et d'universel. Évidemment, l'affaire Dreyfus est encore présente en arrière-plan, puisque Canguilhem, dans ce même discours, s'indigne de ce que Barrès, l'ancien ennemi des lois, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelait L'ennemi des lois, une espèce d'anarchiste de droite, si l'on veut aujourd'hui, l'ancien ennemi des lois soit devenu un ami de la loi et n'ait vu dans les réclamations de la justice, lors d'une affaire à la fois tristement et noblement célèbre, l'affaire Dreyfus sous-entendu, une orgie de métaphysiciens. En vérité, dit conclut Canguilhem, la justice est ce pourquoi il n'y a ni race privilégiée ou maudite, ni milieu favorable ou hostile, ni moment opportun ou importun. Et donc il y a effectivement une critique radicale de cette vision de la race, effectivement,
qui serait présente chez Taine, chez Barrès et chez d'autres auteurs de la même époque. Par exemple, il y a aussi un auteur qui doit critiquer, c'est Jules Soury, hein, l'historien du cerveau, qui était un disciple de Barrès et qui a une œuvre très, très importante comme historien de la connaissance du cerveau, mais qui était effectivement d'un antisémitisme tout à fait étonnant. Voilà donc, alors, pour l'instant, évidemment, aucun woke ne s'est réclamé de Canguilhem à propos de la race. Je suppose que leur réponse serait de dire que la race, c'est quelque chose désormais de social, mais comme le seul moyen de la distinguer, c'est la couleur de la peau, j'ai tendance à penser que c'est quand même quelque chose qui n'est pas seulement social. C'est pas juste un rapport de domination, c'est quelque chose de plus complexe, mais c'est le point. Alors, donc troisième chose dont je voudrais dire quelques mots, c'est effectivement la question des normes, du genre et de la biologie. C'est-à-dire que c'est effectivement là-dessus que je dirais qu'Angoulême est le plus mis à profit, si je puis dire, ou utilisé, alors même qu'à mon avis, ces utilisations ne sont pas tout à fait exactes. Il y a des années déjà, j'avais vu dans un dictionnaire américain, j'ai pas réussi à retrouver la référence, sur le dictionnaire queer américain, qu'Angoulême était assez présent sur la question des normes. Et effectivement, il y a maintenant beaucoup de travaux sur le sujet. Par exemple, il y a un article récent qui s'appelle Canguilhem Queer, épistémologie historique épistémologie historique, là aussi elle est embarquée, de la pathologisation de la variété sexuelle, 1849-1910, bon, vaste pan, ou un autre, Hendrix, On the Surprising Queerness of Norms, Anthropology with Canguilhem, Foucault and Butler. Bon, j'imagine le Canguilhem mis dans le même sac. Ou un bouquin un peu plus intéressant, enfin en tout cas plus informé, de Pierre Niedergang, qui s'appelle Vers la normativité queer, hein, qui est paru chez Blast en 2023. Pour eux, effectivement, Canguilhem est un penseur queer parce que il a une vision de la norme vitale comme capacité de remettre en question toutes les normes biologiques ou sociales usuelles. C'est ce que dit par exemple l'article sur Canguilhem Queer. Dans l'essai de 43, Canguilhem a montré que la normativité, c'est la capacité biologique de mettre en question les normes usuelles à l'occasion de situations critiques. Alors, effectivement, il y a une nouvelle définition de la norme dans le normal et le pathologique. La norme, ce n'est plus simplement le normal, et Canguilhem s'est construit son livre contre le fameux principe de Broussais, c'est-à-dire le principe de l'identité du normal et du pathologique aux variations quantitatives près. C'est-à-dire que pour Broussais, et toute une partie de la médecine du 19e siècle, c'est encore le point de vue de Claude Bernard, notamment à la fin du 19e, la maladie, c'est soit du trop ou du pas assez, de l'hypo ou de l'hyper, de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie. C'est simplement une question de dosage, hein, c'est une question quantitative. Et effectivement, quand Guilhem explique que ça ne marche pas comme ça, notamment il montre même à propos du diabète, où effectivement pour qu'il y ait maladie, il faut qu'il y ait quand même la conscience, le sentiment de maladie, la rupture introduite dans la continuité de la vie. Et effectivement, selon Canguilhem, le vivant institue des normes selon ses besoins et ses valeurs propres. Alors, les lecteurs woke de Canguilhem insistent sur le fait qu'il y a effectivement des normes sociales aussi, sociales, psychologiques, politiques. Et effectivement, dans un appendice qui a été rajouté par Canguilhem à la première édition, il y a toute une réflexion sur les normes sociales, hein, du social au vital, où il revient là-dessus et il montre qu'il y a effectivement des normes sociales. Mais l'erreur, c'est de ne pas tenir compte du milieu biologique. C'est-à-dire que la notion de norme ne se comprend avec Canguilhem qu'en fonction d'un milieu préexistant. Ce milieu n'est pas neutre, il n'est surtout pas entièrement construit. Il est d'une certaine manière indifférent aux vivants qu'il habite, et c'est par rapport à ce milieu qui n'est pas fait pour lui, hein, qui est d'une certaine manière
indifférent que Canguilhem va essayer de comprendre ce que peut être une nouvelle norme. Et ça dépend notamment beaucoup de... Alors il y a beaucoup de réflexions intéressantes sur la géographie humaine et sur les milieux de vie, hein, sur toute la géographie humaine, Vidal-le-Lablache, etc., et sur la notion de milieu de vie. On peut effectivement transformer assez largement le milieu existant en fonction de nos exigences, si je puis dire. Mais ils oublient, bon, je cite une phrase qui est tout à fait claire là-dessus, du normal, la vie, dit-il, n'est donc pas pour le vivant une déduction monotone, un mouvement rectiligne, elle ignore la rigidité géométrique, elle est débat ou explication, ce que Goldstein appelle Auseinandersetzung, avec un milieu où il y a des fuites, des trous, des dérobades et des résistances inattendues. Le milieu, il est avec des trous, il est avec des fuites. Il n'est pas, il y a des dérobades, il y a des résistances. Et donc, l'idée que on pourrait réellement se transformer soi-même, transformer la vie sans limite, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident pour Canguilhem. Canguilhem explique que, en fait, c'est en fonction de ce milieu, de ces normes qui ne sont pas faites pour nous, que ces nouvelles normes seront qualifiées de positives ou négatives. Si ces nouvelles normes sont inférieures, elles vont disparaître, c'est toute l'évolution. Il y a toute une réflexion sur sur la théorie de l'évolution. Nouvelles fonctions ne seront conservées que si elles ont un rôle positif. Si elles ont un rôle négatif, elles vont être éliminées. C'est ce qu'il dit là aussi dans le normal. Il n'y a pas de fait normal ou pathologique en soi. L'anomalie ou la mutation ne sont pas en elles-mêmes pathologiques. Elles expriment d'autres normes de vie possibles, mais si vous voulez, le queer s'arrête là. Il dit on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer n'importe quelle norme de vie. Or, quand Guilhem continue, si ces normes sont inférieures quant à la stabilité, à la fécondité, à la variabilité de la vie, aux normes antérieures, elles seront dites pathologiques. Si ces normes se révèlent éventuellement dans le même milieu équivalente ou dans un autre milieu supérieur, elles seront dites normales. Leur normalité leur viendra de leur normativité. Donc il y a l'idée qu'effectivement, certaines normes vont être acceptées, transmises par le milieu, et de ce point de vue-là, ce qui fait aussi le caractère positif d'une norme, c'est sa capacité à être transmise. C'est ce qu'il dit en citant Karl Jaspers, toujours dans le normal. Il explique que ce qui est désiré comme valeur, c'est la vie, une vie longue, la capacité de reproduction, la capacité de travail physique, la force, la résistance à la fatigue, l'absence de douleur, un état dans lequel on remarque le corps le moins possible en dehors du joyeux sentiment d'existence. Bon, c'est pas la définition de l'OMS aussi aujourd'hui, la santé qui serait quelque chose, une absence totale de souffrance. Là, il s'agit d'un joyeux sentiment d'existence et d'une capacité de reproduction. Et donc, alors, d'ailleurs, de ce point de vue-là, mais ça, je ne le cite qu'entre nous, parce qu'il y a un passage de Canguilhem qui est quand même très, très choquant pour nous aujourd'hui, mais qui est assez dans l'état d'esprit de l'époque. Il explique que l'homosexualité est quelque chose qui est pas bon parce que ça se reproduit pas. C'est ce qu'il dit notamment dans un passage du normal. Le problème des structures et des comportements pathologiques chez l'homme est immense. Un pied-bot congénital, un averti sexuel, un diabétique, un schizophrène posent d'autres problèmes, etc. Bon, je n'en parlais pas à l'extérieur, sinon Canguilhem sera brûlé en place publique. Mais la question, c'est effectivement de savoir ces structures pathologiques, effectivement, renvoient finalement, dit-il, à l'ensemble des recherches anatomiques, embryologiques, physiologiques, psychologiques. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que la question, c'est bien sûr que le vivant n'est pas juste le résultat du milieu. Il n'est pas l'état de santé, c'est pas un état moyen, c'est un état où on est capable d'instaurer de nouvelles normes, où l'on peut effectivement être malade et s'en remettre d'une certaine manière, hein. Et donc il y a une capacité un tonus, si je puis dire, enfin c'est ce que dit Canguilhem d'ailleurs quelquefois dans le vivant, qui lui permet de résister, mais en revanche, il ne peut pas inventer n'importe quoi. On ne peut pas vivre de la même manière, quel que soit le métier, quel que soit l'endroit où on habite, etc. Il y a des limites qu'il n'est pas possible physiologiquement de dépasser. Alors, le deuxième point de ce côté-là, c'est aussi la question du genre.
Si on se sert souvent de Canguilhem aussi, c'est pour dire que le genre pourrait être culturel d'une certaine manière, et que le genre qui est la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre, c'est quelque chose que pourrait très bien accepter Canguilhem, puisqu'il est conscient que le corps est transformé par la culture. En fait, Canguilhem dit ce que n'importe qui aujourd'hui et à l'époque pouvait dire, sur la question de l'imprégnation de la culture dans le corps, bah, il suffit de regarder le livre, l'article fameux de Mauss en 1934 sur les techniques du corps que Canguilhem cite très volontiers. Et effectivement, le genre, si on admet que le genre existe, enfin que c'est le sentiment que l'on a d'être de tel ou tel, d'appartenir à tel ou tel genre, masculin, féminin ou autre, c'est effectivement le possible. Et Canguilhem ne nie pas l'influence effectivement du milieu sur des aspects, bon, bah, sur la respiration par exemple. On ne respire pas de la même manière à 8000 mètres et à 4000 mètres, où on n'a pas les mêmes taux de sanguin ou urémique en France, en Afrique, etc. Mais cela ne veut pas dire pour Canguilhem que le corps est tout entier culturel. On ne peut pas changer son corps en un jour, c'est ce qu'il dit. Alors il explique effectivement, on peut faire une physiologie et une pathologie humaine comparée, comme dans les travaux du géographe Maximilien Sor. Il y a des caractères physiologiques, dit Canguilhem, qui diffèrent suivant les cultures, car ils sont liés au genre de vie. Hein. C'est cette notion de la géographie humaine, au genre de vie des populations. Évidemment aussi, les formes de sexualité peuvent différer suivant les civilisations, mais cela ne veut pas dire que le corps est tout entier culturel. Les normes ne sont pas changées individuellement en un jour. C'est ce que Canguilhem note dans un cours qui n'est pas encore édité de 43 à propos du choix du sexe des hermaphrodites. Il explique: quand on parle du choix du sexe, il faut bien entendre que ce n'est pas un choix selon la liberté d'indifférence. Le choix est déjà alourdi de toutes sortes d'influences sociales, d'imitations, etc. Mais là où il y a renoncement à quelques contraires possibles, il y a un choix. Dès qu'il y a plusieurs sens de détermination, une détermination est un choix. Mais, poursuit-il, il ne s'agit pas là d'une plasticité totale et instantanée, ni d'une malléabilité proprement individuelle. Parler de plasticité n'implique pas de laisser croire à tout individu qu'il pourra changer sa glycémie ou son métabolisme basal par la méthode Coué. La méthode Coué, de ce point de vue-là, je pense que Canguilhem n'aurait pas été un partisan de la performativité du genre, à la manière de Judith Butler, qui est une sorte de méthode Coué qui marche bien, hein, puisque maintenant tout le monde en discute de manière assez tranquille, si je puis dire. Mais en tout cas, pour lui, le corps n'est sûrement pas, comme disait même Foucault, alors dans certains textes de Foucault, enfin certains textes de Foucault repris par Butler, le corps serait simplement le résultat de pouvoir et de discours. Non, le corps n'est pas simplement le résultat de pouvoir et de discours. Ou dans l'article sur la Canguilhem Walk, je voyais un intertitre qui dit: La sexualité est une idée née de la psyché. La sexualité donc c'est la conscience qui crée la sexualité. Bon, on est en plein dans une approche que je qualifierais de gnostique, hein, c'est-à-dire que c'est la conscience qui détermine ce que l'on est. De ce point de vue-là, Fausto Sterling, par exemple, explique que c'est cela qui est essentiel, c'est le sentiment d'être ceci ou cela. Alors, je précise par ailleurs que tout le monde dit, Foucault explique que le corps n'existe pas, que le corps c'est des rapports de pouvoir, etc. C'est pas si clair que ça. Naissance de la clinique, c'est le livre. Il n'y a pas beaucoup de livres qui soient aussi admiratifs ou inquiets de la facticité du corps. Hein. Il parle sans arrêt dans ce livre de la pierre noire du corps. J'avais écrit un papier là-dessus, sur la pierre noire du corps, qui montre bien que il y a un aspect décorporé, c'est le SM à la fin de la vie de Foucault, mais en revanche, Naissance de la clinique, c'est un bouquin sur l'existence du corps, hein, sur qu'est-ce qu'on fait du corps, c'est la facticité du corps. Et Canguilhem, de ce point de vue-là, est tout à fait sur la même longueur d'onde, si je puis dire, que le premier Foucault, ou le Foucault de Naissance de la clinique. Alors, par ailleurs, je dirais que effectivement,
Il y a un autre problème autour de cela, c'est la question de la biologie, hein, puisque les auteurs woke, je pense en particulier à Anne Fausto-Sterling, qui a écrit un livre qui s'appelle Corps en tout genre, qui est un précurseur, et elle est très proche de Judith Butler, par exemple. Pour elle, la biologie, c'est simple, la sexualité, la biologie de la sexualité, c'est le résultat des conceptions sociales et culturelles d'une époque. Elle félicite l'inventeur du terme genre, John Monnet, en 1955, d'avoir réussi à établir que ce qui détermine le genre, c'est l'éducation et non le sexe biologique. Ce qui détermine le genre, c'est l'éducation, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort. Le sexe biologique, c'est un résultat. Et il n'y a pas, d'après elle, de fondement inné ou instinctif à l'orientation masculine ou féminine. Le sexe est même, dit-elle, la conséquence du genre. Et donc, il n'est pas évident du tout. L'idée de genre le genre masculin, enfin masculin ou féminin, est assigné à la naissance. C'est elle qui développe cette idée. Et donc, ce sont des conditions sociales et culturelles qui font que l'on va dire que X, enfin tel bébé, est homme ou femme. Ce n'est pas le constat d'un fait. Bon, évidemment, j'ai interrogé là-dessus des chirurgiens, des obstétriciens qui m'ont dit que dans leur carrière, ils voient éventuellement un cas où ils ont un peu hésité, mais c'est à peu près tout, hein. Statistiquement, ça n'existe quasiment pas. La détermination, la démonstration de Fausto-Sterling, c'est de montrer effectivement que l'existence de rien ne nous autorise à penser que le sexe soit quelque chose de matériel et rien ne nous oblige à penser non plus qu'il n'y a que deux sexes, hein. Un des articles les plus à succès de Fausto Sterling, c'est les cinq sexes. Elle explique qu'il y a au moins cinq sexes. Puis après, elle dira, comme ces épigones français, qu'il y a une infinité de sexes, hein. Il y a une continuité, il n'y a pas deux sexes. Bon, ça n'a pas tout à fait convaincu la plupart des biologistes. Euh, Selon elle, effectivement, la biologie n'est pas une science, n'est pas neutre. Un de ses articles, le titre est La société écrit la biologie construit le genre. Donc c'est la société qui fabrique le genre à travers la biologie, mais la biologie n'est pas neutre, elle est un savoir situé, n'est rien d'autre, dit Fausto-Sterling, que la politique poursuivie par d'autres moyens. Et donc elle revendique cette idée qu'au fond, la biologie est une discipline politique. euh, et effectivement, les militants du genre, en général, critiquent la biologie dans la mesure où elle serait une discipline essentialiste. Et la plupart des militants du genre s'en prennent à ce qu'ils appellent le privilège épistémique de la biologie, qui prétend qu'il existe dans la nature deux sexes, masculin et féminin. L'un des épigones français de Fausto-Serling explique, philosophe des sciences, spécialisé en biologie, la biologie nous biaise, patriarcale, elle s'est vautrée dans l'androcentrisme et l'hétérosexisme, deux maladies dont il faut la guérir, faute de quoi elle se condamne à clocher quand elle parle des femmes. Et Attends, poussez-moi pour la photo. race. Bon. C'est effectivement la seule bonne biologie, ce serait une biologie ouvertement située, une biologie, dit-il, gynocentrique, matriarcale ou homosexiste contre la science patriarcale. Ce cher collègue la seule critique qu'il m'a fait, c'est, il a dit, professeur de philosophie à la retraite. Donc c'est pour ça que je suis un peu énervé contre ce monsieur. Alors, évidemment, ça évoque tout à fait, c'est l'évidence, la science bourgeoise, science prolétarienne. On est revenu à Lysenko et à l'idée qu'effectivement, la génétique était une science bourgeoise et que la biologie lamarckienne, en gros, était la science, la vraie science qui colle avec la construction de l'homme nouveau tel que voulait la faire Staline. Bon, c'est un énorme scandale qui fait que l'Union soviétique en biologie, aujourd'hui encore, semble-t-il, a pris un retard qu'elle n'a jamais réussi, que la Russie n'a jamais réussi à rattraper. Alors, dernier point pour être à peu près dans les délais, la question alors de l'épistémologie du point de vue. Ça, c'est évidemment, et c'est là qu'effectivement les usages, si je puis dire, l'épistémologie historique sont les plus fréquents aujourd'hui. On essaie, les auteurs woke, les épistémologues woke, expliquent qu'effectivement, Canguilhem peut leur servir d'argument.
avec notamment l'invention de maintenant ce qu'ils appellent non pas l'épistémologie historique, mais l'épistémologie politique, hein, l'épistémologie directement politique. Alors, j'ai jamais vu autant d'épistémologues, et sans doute vous aussi, que ces derniers temps, puisque maintenant tous ces militants woke se présentent comme épistémologues, épistémologues féministes, épistémologues de la domination, épistémologues décoloniales, épistémologues ceci, épistémologues cela, etc. Bon, pour moi qui ai fait l'épistémologie tout seul dans mon coin pendant des années, c'est quelque chose d'assez étrange, d'autant que cette épistémologie, maintenant, c'est essentiellement une épistémologie politique, effectivement. Alors, quelles sont les idées de base de cette épistémologie du point de vue? C'est qu'effectivement, toute connaissance est toujours le fruit d'un certain point de vue, et donc la science, ce qu'on appelle la science en général, c'est ce qu'ils appellent la science occidentale désormais, qui est le résultat d'une histoire sanglante de racisme, de colonialisme, de destruction. La science occidentale a participé à l'esclavage et à la colonisation. Il faut donc la décoloniser, voire la supprimer. Bon, on le voit pour la biologie, virilisme, mais on pourrait le montrer aussi pour les mathématiques, puisque les mathématiques ont permis de compter les esclaves dans les bateaux du commerce triangulaire. Il faut en finir aussi avec les mathématiques. On voit comment l'enseignement des mathématiques aux États-Unis a été gravement handicapé par cela. C'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner les mathématiques, on enseigne les usages sociaux négatifs des mathématiques. Il y a eu un mouvement qui a pris une ampleur, qui a des hauts et des bas, qui s'appelle Science Must Fall, hein, la science doit tomber, hein, il faut en finir avec la science occidentale. L'exemple le plus frappant, je dirais, mais bon, je n'en parle pas, j'en ai parlé dans la religion woke, c'est ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer en Nouvelle-Zélande, effectivement, où depuis 2021, effectivement, le gouvernement ultra-woke de Nouvelle-Zélande a décidé qu'il faut enseigner dans les facultés de sciences le Matoranga maori, le savoir autochtone maori, à parité avec les sciences occidentales. Donc, le Matoranga maori, c'est les récits mythiques de l'origine du monde, avec le dieu qui pleure, qui crée le monde, les créatures de la forêt, la déesse Patunaku, dont les pleurs sont à l'origine de la pluie, etc. Et bon, très intéressant, c'est logique qu'on enseigne cela, mais en revanche, c'était enseigné dans les départements de sciences, au même titre que la science. Et à ce moment-là, 7 professeurs de sciences de l'université d'Auckland ont signé une pétition pour la défense de la science, en expliquant que les savoirs autochtones, bien sûr, sont intéressants, mais pour la découverte de vérités empiriques et universelles, c'est loin de ce qu'on peut appeler la science proprement dite. Catastrophe pour eux. 2000 universitaires ont signé une tribune expliquant que les savoirs autochtones, c'est beaucoup mieux que la science habituelle, puisque ça couvre beaucoup plus d'autres choses, ça vous offre d'autres façons de voir le monde qui sont uniques, complémentaires. La science occidentale, elle, a joué un rôle dans la rationalisation de la colonisation, elle est responsable du fait que la science a exclu les peuples autochtones, etc. Bon, ça a continué, je passe sur les différentes étapes. Des grands biologistes comme Jerry Coyne, par exemple, professeur de biologie à Chicago, a dit, bon, les Maoris, c'est le créationnisme. Je me suis battu toute ma vie contre le créationnisme chrétien. C'est pas pour maintenant accepter le créationnisme maori. Ou Dawkins aussi, qui a expliqué que l'enseignement de ces mythes, c'est parfait pour l'anthropologie. Ça n'a rien à voir avec la science et la Société Royal Society, dont il fait partie en Nouvelle-Zélande, se déshonore en ne prenant pas la défense des professeurs de sciences. Et c'est une vraie question. J'ai été en contact avec un prof de sciences, un prof de physique néo-zélandais qui me dit qu'il ne va plus avoir de poste bientôt parce qu'il faut faire de la place aux études maoris. Alors, cette épistémologie du point de vue part de l'idée, donc tout est d'un certain point de vue, donc c'en est fini avec l'idée de l'objectivité. L'objectivité est quelque chose de tout à fait déplorable. Une juriste, Catherine McKinnon, qui a beaucoup développé, qui a écrit un livre là-dessus, sur elle parle de dictature de l'objectivité. De tyrannie plutôt de l'objectivité. Une autre juriste explique que l'objectivité exerce une influence narcotique sur nos esprits et nous rend moins attentifs à la structure mythique qui nous entoure, et c'est vrai. L'idée d'objectivité ne serait en fait qu'un leurre inventé par les dominants. Deux sociologues, deux femmes sociologues, Lépinard et Libert, expliquent qu'il n'existe pas de point de vue de nulle part. L'idée chère à l'épistémologie objectiviste qu'il est possible d'être nulle part et partout, en surplomb du monde, pour l'observer, est donc fausse.
Cela masque une position spécifique, une vision particulière, celle des dominants, rendue possible par des institutions sociales qui la soutiennent en organisant son apparente neutralité. Donc, pas d'objectivité. Alors, c'est vrai qu'il y a des biais d'une certaine manière dans la connaissance, mais la sociologie de la connaissance connaît ça depuis très longtemps et fait en sorte d'essayer de s'en défaire, hein. Je pense par exemple à des auteurs comme Ludwig Fleck ou Merton, etc. Mais pour elle, il ne s'agit pas d'arriver, d'essayer de diminuer les biais pour arriver à plus de vérité. La vérité, ce n'est pas leur problème. C'est ce qu'elles expliquent. Enfin, oui, c'est Lépinard et Mazuz dans un autre qui explique selon les épistémologies du point de vue, il ne s'agit pas d'affirmer qu'un point de vue subalterne serait porteur intrinsèquement de savoir plus vrai, mais plutôt d'insister sur la nécessité de produire une capacité d'analyse collective qui prend le point de vue des dominés et qui fait donc une large part à leurs expériences. Donc le but de la science, ce n'est pas la vérité, c'est prendre le parti des dominés. Donc la science est complètement effacée, si je puis dire, au point de vue d'une doctrine politique. Et dès lors fleuriront des épistémologies féministes, décoloniales, intersectionnelles, subalternes, etc. Il conviendra de démasculiniser les sciences humaines, de dégenrer les mathématiques, de décoloniser la recherche scientifique ou de déblanchir la science. Tout ça, c'est des titres de projets CNRS, hein. Voilà où on en est. Et alors, certains, les plus savantes, si je puis dire, de ces épistémologues se réclament quelquefois de Thomas Kuhn. Par exemple, c'est ce que disent Sandra Harding ou Hélène Longino, qui expliquent qu'effectivement, chez Kuhn, il y a une dimension sociale et culturelle dans les changements de paradigme scientifiques. Mais alors que ces questions, ces valeurs de contexte étaient pour Kuhn assez extérieures à la démarche scientifique, pour ces épistémologues féministes en l'occurrence, il n'est pas possible de distinguer entre valeurs scientifiques internes et valeurs contextuelles. Le contexte, c'est la science, c'est le contexte. Il n'y a pas de limite entre les deux. Donc l'idée de diminuer les biais n'a pas d'intérêt puisqu'il n'y a plus de frontières entre science et contexte. Alors, de ce point de vue-là, je peut-être que je me dépêche un peu, Canguilhem lui était extrêmement critique à l'égard de Kuhn, simplement de Kuhn, puisqu'il expliquait dans son livre, dans un article sur le rôle de l'épistémologie dans l'historiographie scientifique contemporaine, il expliquait que euh, le paradigme de Kuhn, c'est le résultat d'un choix d'usager, le résultat d'un choix d'usager, que le normal est donc le commun à une période donnée à une collectivité de spécialistes dans une institution universitaire ou académique. On croit avoir affaire à des concepts de critique philosophique alors qu'on se trouve au niveau de la psychologie sociale. Donc pour lui, Kuhn, c'est de la psychologie sociale, c'est pas de l'épistémologie. Et effectivement, cela ne va pas puisque pour Canguilhem, le but de la science, c'est la recherche de la vérité. Voir son article fameux sur philosophie et science où il explique que la vérité, c'est la valeur de la science. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs, le beau, le bien, etc. Mais la vérité, c'est la valeur de la science. Il n'y a de vérité que scientifique. Connaissance scientifique est un pléonasme. Donc, effacer comme ça l'idée de vérité, quelque chose que Canguilhem n'imagine même pas et que pas grand monde imagine à l'époque, je dirais. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Alors, en conclusion, je dirais que peut-être, alors je me pose des questions, je suis tenté de faire mon autocritique comme on aurait fait il y a quelques décennies, mais effectivement, peut-être que en montrant que Canguilhem, effectivement, est motivé souvent par des questions éthiques ou politiques, est-ce que je n'ai pas ouvert, je et d'autres hein, n'ont pas ouvert la voie à une vision très simpliste qui ferait de l'œuvre de Canguilhem et de l'histoire des sciences une histoire simplement politique, hein. Et est-ce que en disant qu'il y a une histoire de la vérité, on n'efface pas, on n'effondre pas complètement le concept de vérité? Alors, j'avais tendance à penser avec des gens comme Davidson, Daston, une série d'historiens des sciences notamment, qu'on peut faire une histoire de la vérité sans perdre tout à fait la question de la vérité. Bon, peut-être que c'est une erreur. Euh, et d'autre part aussi, je pense que il faut distinguer entre les conséquences de telle ou telle thèse scientifique et les choix politiques, éthiques que l'on fera. D'une certaine manière, c'est ce que je dis, je crois, dans l'article, en citant
l'anthropologue Victor Stokowski, c'est-à-dire que effectivement, la science peut nous dire ce qu'est le monde, elle est incapable de nous dire comment nous devons nous y conduire. La différence fait et valeur, sur laquelle Canguilhem insiste beaucoup, d'une certaine manière, il faut essayer alors, effectivement, Canguilhem démontre que le racisme, c'est faux. Et il se trouve que c'est injuste. Mais qu'est-ce qui se serait passé si le racisme, enfin, si la théorie des races était vraie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on devient nécessairement raciste ou non? Et je dirais que ce qui manque aussi, me semble-t-il, et ce qui, alors là, j'ai pas eu le temps du tout d'en parler, mais c'est la question je dirais, du tact, si l'on veut. Il faut pas oublier que Canguilhem était médecin et donc, selon lui, ses réponses tiennent compte des circonstances. Et de ce point de vue-là, la bioéthique commençait à apparaître. Il était extrêmement critique à l'égard de la bioéthique parce que c'était une volonté de généraliser, de légaliser telle ou telle conduite qui, selon lui, doivent rester de l'ordre de l'éthique médicale, c'est-à-dire du cas clinique, de la déontologie. Notamment, il dit très clairement qu'il est très hostile à la légalisation de l'euthanasie, parce que reviendrait à dire qu'il y a des vies dignes d'être vécues, des vies indignes d'être vécues. Ça aurait des conséquences qu'on ne peut pas maîtriser. En revanche, bien sûr, dit-il, tout bon médecin, c'est le moment avec la famille, avec le patient, quand il doit faire en sorte que la vie s'arrête d'une certaine manière. Mais il ne s'agit pas c'est ce qu'il dit par exemple à propos de l'euthanasie, il dit la conduite à tenir ne s'énonce pas en propositions abstraites, mais en termes de cas concrets. Il n'y a pas de légalisation à avoir. De ce point de vue-là, on peut distinguer le médecin selon Canguilhem, qui prend conscience des cas concrets, et les médecins de l'université du Minnesota, qui maintenant, chauffés à blanc par les woke, s'engagent non pas, prêtent serment non pas à Hippocrate, mais prêtent serment de détruire la binarité blanche, de toujours considérer la race, etc., et de remplacer la médecine par des savoirs autochtones plutôt. La vidéo existe, hein, je n'ai pas, c'est pas j'ai pas eu la berlue, c'est une vidéo qui existe. Donc c'est vrai que je dirais que Canguilhem, si on s'en sert avec modération, si je puis dire, ça ne n'encourage pas à ce genre de délire. Mais en revanche, si on s'en sert sans modération, et si on pense qu'effectivement, dès qu'il y a le mot politique quelque part, on peut, alors je vous dis, la dernière trouvaille, hein, je l'ai trouvé, ça vient juste de sortir, en gros, depuis quelques mois, c'est une espèce d'épistémologie politique qui serait de l'épistémologie historique avec un peu plus de Gramsci, c'est un truc italien, un peu plus de Gramsci, un peu plus de soins et de liens, enfin de baratin, si je puis dire, sentimental, en gros. Voilà les quelques points que je voulais vous dire. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, les valeurs qui, à mon avis, sont celles de Canguilhem, qui sont, je crois, les miennes, et qui sont rejetées par les woke, c'est évidemment l'universalisme. L'universalisme, pour eux, il n'y a pas d'homme universel, hein, c'est une pensée de blanc, l'homme universel, c'est ce que dit, je ne sais plus si c'est Kendi ou je crois que c'est Ibrahim X. Kendi. On n'échappe jamais à sa communauté d'origine. Deuxième point, c'est l'autonomie individuelle. Ils ne veulent se débarrasser de l'individu, c'est ce que dit très bien l'écrivain Bret Easton Ellis, hein. Il faut revenir à une pensée communautaire, tribale, hein, c'est ce que dit Bret Easton Ellis. Pas d'identité. On ne peut pas se forger une identité propre. Ce qui est tout à fait hallucinant, c'est j'ai lu plusieurs articles s'en prenant au livre superbe de Philippe Roth, La Tâche, où le héros se construit sa propre identité en jouant sur ses origines, ce qu'il veut être, etc. C'est d'après eux, c'est un pamphlet anti-woke, hein, enfin c'est un pamphlet radical anti-woke où simplement le héros dit qu'il veut se construire lui-même sa propre identité. Refus aussi de la raison et de l'approche rationnelle. Il était clair que pour eux, ce qui compte en général, c'est le sentiment vécu, l'expérience personnelle, l'expérience individuelle, plutôt que la raison, voire chez nous en France, Sandrine Rousseau, le monde crève de trop de rationalité, je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR, mais il y a des exemples partout, hein, de ce genre de choses, avec l'idée que la raison, l'idée de rationalité, c'est une idée mâle, blanche, occidentale, etc. Alors,
La question de... Alors, ces valeurs, c'est celles de l'université, ce sont celles des Lumières, d'une certaine manière. Pour ces auteurs, je pense par exemple à Delgado et Stéphane Schick, de théoriciens de la race, ils expliquent que il faut en finir avec l'universalisme, l'individualisme, le progrès, l'ordre libéral, le rationalisme des Lumières et, comme c'est des juristes, les principes neutres du droit constitutionnel. Bon, alors c'est assez amusant parce que c'est vrai que toutes ces phrases me font penser bizarrement à la pensée de contre-révolutionnaires. Par exemple, cette idée que l'homme abstrait n'existe pas, c'est du Joseph de Maistre, hein. Euh, j'ai vu des Français, des Italiens, des Russes, mais quant à l'homme, je déclare ne jamais l'avoir vu dans ma vie. Et cette idée de la prééminence du nous par rapport au jeu, c'est du Bonald, hein, qui dit exactement, qui parle de la philosophie du moi contre la philosophie du nous. Bon, c'est pour finir, si je puis dire, sur une note humoristique, c'est-à-dire que cette pensée qui se présente comme de gauche, très à gauche, me semble au contraire hostile aux bases, si je puis dire, de la pensée des Lumières. Bon, après, il faudrait voir pourquoi on en est arrivé là, c'est une autre question que je ne désespère pas de me poser dans la suite. Voilà, je vous remercie, j'espère être à peu près dans les délais.